Donc, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Chers parents, chers amis, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va se laisser. J'espère que vous allez très bien. C'est toujours l'incontournable. L'incontournable, guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler dans la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur, moi donne, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camarade, des ou la Mouja. Alors, nous voilà. Devant cette caméra pour parler de la géopolitique et de la géostratégie. Il faudrait que les gens comprennent. Donc, toutes les personnes qui vont se connecter en ce moment où je vous parle, mais écoutez, prêtez les oreilles, demandez ne gagne pas, parce qu'avec moi, c'est la précision, c'est la profondeur et c'est une compréhension globale pour que ceux qui n'ont pas encore compris comprennent. C'est très important. Alors, nous allons parler de ce qui se passe en Ukraine. Oui, nous allons parler de ce qui se passe en Ukraine. Vous savez, le pourquoi les Américains, ils méprisent les Européens, le pourquoi les Américains, ils méprisent les Ukrainiens, pourquoi les Russes ne veulent pas voir les Européens sur la même table de négociation. Je vais vous expliquer clairement, vous allez comprendre, je vais en venir. Vous savez, cela fait aujourd'hui 3 ans, presque 3 ans que 2022, 2024, 2022, hein, ou bien 22 avril, qu'il y avait eu cette opération spéciale en Ukraine. Les Russes au début, c'est des gens, ils sont patients. Parce que quand on dit quelqu'un est patient, ce sont les Russes. Contrairement aux Européens, aux Français et aux Occidentaux. Eux, ils ne sont pas patients. Quand on dit quelqu'un dans ce monde est très patient, ce sont les Russes. Au début, Poutine avait voulu des négociations concernant l'avancement des troupes de l'OTAN vers l'Est, aux frontières de la Russie. Et Poutine a protesté comme quoi il ne voulait pas voir l'OTAN en Ukraine. Il a envoyé son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Il a parcouru les capitales occidentales pour trouver un compromis. Mais ils l'ont fait balader. Les Occidentaux ont fait balader Sergueï Lavrov. Ils n'ont pas voulu l'écouter. En ce temps, Joe Biden était encore président de la République des États-Unis d'Amérique. Et il avait décidé de croiser Vladimir Poutine en Suisse, précisément. Et c'était l'une de leurs dernières rencontres. Et ils se sont croisés en Suisse. Et Joe Biden a fait balader Vladimir Poutine en lui disant que c'était pas à la Russie de décider si l'Ukraine devrait appartenir à l'OTAN ou non. Et donc, il n'avait rien à foutre des demandes russes. Et suite à ça, ils se sont séparés à la queue leu. Joe Biden est parti aux États-Unis, Vladimir Poutine s'est retourné. Il s'est retourné en Russie. Alors, par la suite, Emmanuel Macron s'est rendu en Russie pour dire qu'il ne faut pas que Poutine lance l'opération spéciale. Poutine a demandé en retour des garanties de sécurité à la Russie parce que depuis la chute de l'Union soviétique, il y avait eu une promesse verbale. Malheureusement, le dirigeant soviétique, il n'avait pas demandé aux Américains de signer un document. C'était une promesse verbale disant que l'OTAN n'allait pas avancer d'un iota vers l'Est. Mais chose qui n'a pas été respectée parce que on doit se dire la vérité. Les Occidentaux, y compris les Américains, ils n'ont jamais respecté d'accord. C'est-à-dire, ils font l'inversion accusatoire. C'est qu'eux, ils ne font pas
disent que ce sont les autres qui ne font pas ça. Eux, ils n'ont jamais respecté d'accord. Donc, suite à ça, l'Union soviétique a laissé l'Est, non, oui, l'Est de l'Allemagne, parce que Berlin et tout cela étaient sous le contrôle de l'Union soviétique. Et donc, c'est suite à cette promesse que les troupes de l'URSS s'étaient engagées de laisser l'Allemagne, de laisser la Pologne, de laisser la Lituanie, l'Estonie et de permettre à chaque État d'avoir son indépendance en condition. La seule condition était que l'OTAN n'avance pas là-bas pour menacer les intérêts russes ou menacer la sécurité russe. Chose qui n'a pas été respectée parce qu'à un moment donné, après les années 91, la Russie était devenue la Russie, c'était plus l'URSS. Et donc était devenue faible. C'était le tohu-bohu au sein de la Russie. Le chaos, le vol, le pillage, tout ce que vous pouvez imaginer, ça, les Russes vivaient. C'est ce qui se vissait en Russie. Alors, jusqu'en 1999, Poutine devient premier ministre de la Russie. Et en 2000, il devient président de la République de la Fédération de Russie. Lorsqu'il vient, il avait milité pour un rapprochement de la Russie avec l'Occident. Mais chose que les Occidentaux n'ont pas voulu. Ils l'ont rejeté. Et Barack Obama, à ce moment-là, il a dit que la Russie était une puissance régionale. Et que la Russie ne pouvait pas jouer dans la même cour que les Américains ainsi que les Occidentaux. Donc la Russie n'avait rien à dire. La Russie n'avait rien à dire concernant les décisions qui allaient se passer sur les pays qui étaient alors les pays membres de l'URSS. Alors, Vladimir Poutine, il a compris à partir de là que non, ce n'était pas la peine et que l'Ouest voulait anéantir la Russie, décapiter la Russie. Ce que vous devez savoir, suite à ça, ils ont financé la guerre au Caucase, c'est-à-dire Tchétchénie. Les Occidentaux, à travers leur consorts, ils ont financé la guerre en Tchétchénie en demandant aux Tchétchènes de prendre leur indépendance. Et si ce coup réussissait, qu'est-ce qui allait se passer? Ils allaient encore viser une autre république de la Fédération de Russie, de prendre encore son indépendance. Et donc leur vision c'était de démembrer la Russie. La preuve en est qu'ils ont eu une carte eux-mêmes qu'ils affichent pour dire il faut démembrer la Russie, il faut la Russie des différentes républiques pour que Moscou seul soit là, Moscou seul puisse rester là en tant que Russie. Que les autres puissent prendre leur indépendance. Donc les gens de l'Ouest, ils ont toujours provoqué la Russie. Sachez bel et bien que quand les gens de l'Ouest, c'est-à-dire l'Occident, dit non, la Russie est une menace existentielle et que la sécurité des pays membres de l'OTAN ou bien la sécurité de l'Europe est en danger à cause de la Russie, mais posez-vous une seule question, chers parents, chers frères, chers amis. La question que vous devrez vous poser, entre l'Europe occidentale et la Russie, qui titille qui prend son armée pour aller aux frontières de qui? Voici la question que vous devrez vous poser. C'est-à-dire la France qui a des distances kilométriques. C'est la Russie qui a pris son armée pour venir embrouiller la France aux frontières de la France, ou bien c'est la France qui prend son armée pour déplacer
déplacer ça pour aller en truc, la Russie dans la mer Noire, ou bien dans la mer Baltique, ou bien aux frontières de la Russie. Voici la question que vous devrez vous poser. Donc, nous avons fini de poser ce genre de questions, vous comprendrez que c'est l'Ouest qui empête la Russie. Les États-Unis d'Amérique qui sont de l'autre côté de l'océan Atlantique, eux, ils quittent là-bas avec leur armée pour venir au nariz de la Fédération de Russie. Et quand la Russie se plaît, quand la Russie prend aussi une position pour placer aussi ses missiles, on dit non, la Russie menace. Mais qui menace qui? Qui menace qui? C'est vous qui quittez chez vous pour aller aux frontières de la Russie. Soit disant vous êtes alliés avec des pays. Donc au nom de votre alliance, vous déplacez vos armées pour aller là-bas. Pour péter la Russie. Et sur ça, c'est vous qui criez encore que non, la Russie vous menace. Que la Russie est une menace. C'est ça qu'on appelle les accusatoires. Ce que toi tu fais, tu menaces l'autre, tu prétends que c'est l'autre qui te menace. Et tu fais de la propagande à travers les médias pour dire la Russie est tellement dangereuse. Et donc il faut se préparer à faire la guerre. Et c'est ce qu'ils disent dans leurs médias. Voilà ce qu'ils disent. Alors ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que lui qui menace son ami, ce sont les Américains. Parce qu'ils font déplacer des armes atomiques depuis les États-Unis. Ils placent ces armes atomiques sur toute l'étendue du territoire européen. Partout il y a des armes atomiques. En Allemagne, il y a des armes atomiques. En Belgique, il y a des armes atomiques. En Turquie, il y a des armes atomiques américaines. Et en Angleterre, il y a des armes atomiques. En Hollande, il y a des armes atomiques américaines. Bon, supposons que la Russie décide de faire pareil. Parce que le Cuba est un allié de la Russie. Le Venezuela est un allié de la Russie. Supposons que la Russie décide d'envoyer des armes nucléaires au Cuba. Supposons que la Russie décide d'envoyer des armes nucléaires au Venezuela. Mais est-ce que les Américains vont accepter ça? Ils vont dire leur sécurité est menacée. Ils ne vont pas regarder comme quoi, ah mais le Cuba est un pays libre, indépendant, et a pour allier la Russie. Donc la Russie a le droit d'envoyer des armes nucléaires là-bas. Eux, ils ne vont pas penser comme ça. Ils vont voir ça comme un signe de guerre. Une menace directe envers leur intégrité territoriale. Mais les Américains, quand ils envoient des armes nucléaires en Europe, ils disent que c'est chez les alliés ils envoient ça. Et que la Russie n'a rien à dire sur ça. Parce que c'était les mêmes faits dans les années 60. En 70, les missiles de Cuba, c'est parce que l'URSS avait envoyé des missiles au Cuba que les Américains avaient failli déclencher une guerre nucléaire, soit disant que leur intégrité territoriale était menacée par les armes nucléaires russes, trucs de soviétiques. Or, pourquoi les soviétiques avaient envoyé ces armes nucléaires au Cuba? Ils avaient tout simplement envoyé ces armes nucléaires au Cuba parce que les États-Unis d'Amérique avaient passé des armes nucléaires en Turquie. Et donc, pour échange, ils ont décidé, ils ont demandé aux Russes de retirer leurs armes nucléaires du Cuba. Et en retour, les Américains, ils allaient retirer pour eux de la Turquie. Mais pour la Russie, ils ont fait de ça une propagande pour dire non, pas parler d'eux. Les armes nucléaires américaines qui étaient en Turquie, qui avaient été retirées. Donc c'était un deal mutuel qui a été signé. C'était sous l'aide de Nikita Khrouchtchev. Est-ce que vous comprenez?
Maintenant, aujourd'hui, ce sont eux qui savent titiller ici. Le truc est simple. Il y a eu un appel entre Poutine et Macron. Macron a publié cet appel sur Internet. Poutine disait que non, je ne veux pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Donnez-moi des garanties de sécurité parce que la Russie se sent menacée. Vous entourez la Russie. Vous faites rentrer tous les pays qui sont autour de la Russie au sein de l'OTAN. La Russie veut une garantie de sécurité. Macron a fait comprendre à Poutine que non, ce n'est pas à toi de décider. Que la Russie n'a pas le droit de dire quoi que ce soit à l'Ukraine. Donc l'Ukraine doit rentrer dans l'OTAN. Voilà ce que Macron est sur Internet. Et donc, suite à ça, Poutine a compris que non, ces dirigeants occidentaux, ils n'avaient rien dans leur tête. Ce qu'ils voulaient, c'est de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Et par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait contrôler l'Ukraine à 100%. Et de l'Ukraine, ils allaient maintenant combattre la Russie. De l'intérieur. N'oubliez pas que l'armée ukrainienne et l'armée russe ont reçu les mêmes bases de formation, les mêmes renseignements, ils avaient ça ensemble parce qu'au temps de l'Union soviétique, c'était le KGB partout. Donc ils se connaissent, ils ont des trucs, ils ont des liens très profonds. Donc en prenant l'Ukraine, ils allaient pénétrer le cœur du renseignement russe et détruire la Russie dans son cœur. Alors, voilà comment Poutine a dit, bon, comme il n'y a pas d'interlocuteur viable, capable de discuter de paix et de sécurité avec moi, la seule chose qui puisse marcher, la seule chose que ces Occidentaux comprennent, c'est la force. Donc, je vais essayer pendant ce temps, l'Ukraine a multiplié les bombardements à l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire vers le Donbass, les frappes ukrainiennes. C'était multiple. Les Occidentaux, ils refusaient d'exercer une pression sur Zelensky pour arrêter ses frappes à l'est de l'Ukraine. Poutine a dit, bon, je ne peux pas rester là parce que ceux-mêmes qui devraient participer à cette garantie de sécurité de Metz 1 et 2, eux-mêmes, ils laissent leur poulet faire ce qu'il a envie de faire. Et moi, en tant que Russe, Fédération de Russie, il est de mon devoir de garantir la sécurité des résidents de l'Est. Alors, voilà comment la Russie rentre en Ukraine pour une opération spéciale dans le seul but de protéger les gens de l'Est. Mais les pays occidentaux, ils ont dit non, la Russie disait qu'elle allait prendre Kiev en 3 jours. Montrez-moi, je mets quiconque au défi de me montrer, ne serait-ce qu'une nation venant des hauts cadres de la Fédération de Russie, disant que la Russie prévoyait de prendre Kiev en 3 jours. Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune déclaration venant de la part des autorités russes. Rien du tout. Cette propagande a été inventée et entretenue par les médias mainstream. Ce sont eux, ils sont anglais qu'on appelle. Johnson, ils se dépêchent où il va à Kiev. Et il tend le bras à Zelensky pour dire ne pas se d'accord. Nous sommes de bataille. La victoire jusqu'au bout, jusqu'au dernier Ukrainien. Vous comprenez? La victoire de ces propos et de ces manigances, il fallait inventer cette histoire de disant non. Parce que suite à cet accord, l'Ukraine a dit que la Russie retire son armée aux Kiev, dans les banlieues de Kiev et tout, dans les faubourgs de Kiev. Qu'est-ce que la Russie fait? La Fédération organise son relais aux environs de Kiev et quitte aussi le nord de l'Ukraine qu'on appelle soumis. Et tout parce que tout
là, c'était occupé. Il y avait même Kharkiv. Une partie de Kharkiv était occupée. Donc la Russie retire ses forces. Elle repositionne ses forces dans les environs. J'ai dit dans les environs. Dans les environs de trucs. Des régions de l'Est. Le Donetsk et Lugansk. Alors, suite à ça, Zelensky dit non, lui, il ne signe plus d'accord. L'histoire de Bouchard disant que non, la Russie a commis des crimes contre l'humanité. On ne peut pas négocier avec un dictateur. Il faut mettre fin à toute négociation entre la Russie et l'Ukraine. Alors, ils ont envoyé des émissaires. Ils ont dit, oh, la Russie enlève des enfants. Prend des enfants de l'Ukraine en otage. Il faut poursuivre Vladimir Poutine et consort. Mais les enfants dont il parle, ces enfants-là, ils étaient de quel côté de la Russie, de l'Ukraine? Ils sont à l'est de l'Ukraine. Bon, il y a eu une guerre. Les gens, ils tirent des armes. Les enfants sont là. Ou bien, au nom de soi-disant la Cour pénale internationale, il ne faut pas toucher aux enfants. C'est-à-dire qu'il faut les enfants, et puis les enfants vont se faire bombarder. Non, la première des choses, c'est de sauver les vies humaines. Donc les Russes ont organisé l'évacuation des enfants et des vieilles personnes pour les mettre en lieu sûr. Les enfants au fond de la Russie. Parmi ces enfants-là, il y a d'autres qui ont perdu leurs parents. Il y a des parents même qui ont fui pour laisser leurs enfants. Donc il faut encadrer ces enfants. Et ils ont utilisé ça pour dire non, enlèvement des enfants, donc c'est crime contre truc. Ils n'ont pas dit crime contre l'humanité, ils ont dit crime pour enlèvement, épuration, et donc contre Poutine. Mais les crimes contre l'humanité dont ils parlent, Bouchard, ils n'ont jamais porté plainte contre ça. Ils n'ont jamais porté plainte contre Vladimir Poutine. Avoir tué les gens de parce que les Russes ont demandé donnez-nous des preuves pour les noms des personnes qui ont été tuées. Ce sont des gens qui coopéraient avec l'armée russe lorsque l'armée russe était dans cette ville. Et donc quand on s'est retiré, les Ukrainiens ont identifié ces gens pour les massacrer. Et ce sont ces gens-là qu'ils avaient fait coucher dans les rues de Boucha pour dire c'est la Russie. Parce que s'ils donnaient les noms de ces personnes, automatiquement les gens allaient savoir que non, ces gens-là, ils ont des noms russes. Et donc pour eux, il est hors de question de donner l'identité de ces personnes qui étaient mortes parce que l'identité de ces gens-là, c'était des Russes vivant en Ukraine qui ont la nationalité ukrainienne. Voilà la vérité. Donc ils n'ont jamais eu à œuvrer pour la paix. Ça fait 3 ans, presque 3 ans. Tout ce qu'ils savent dire, ils disent non, il faut battre la Russie sur le champ de bataille. Il faut battre la Russie, il faut vaincre la Russie. Mais eux-mêmes, ils savent que malgré la coalition qu'ils ont fait, tous pays occidentaux mélangés, ils ont fait une coalition globale, ils ont dépensé, voilà les Américains qui réclament environ, les Américains disent ils n'ont qu'à leur donner leurs 350 milliards qu'ils ont dépensés sur l'Ukraine. Donc en retour, eux, ils veulent 500 milliards de richesses aux Ukrainiennes. Maintenant, les Occidentaux disent que non, eux, ils ont investi plus que les Américains. Bon, s'ils ont investi plus que les Américains, cela revient à dire qu'ils ont donné plus de 350 milliards. Donc s'ils n'ont rien donné, peut-être ils ont donné 500 milliards. Plus 350 milliards, ça leur fait au moins 850 milliards. Mais les pays du Golfe, c'est-à-dire les Émirats arabes unis, les autres pays qui ont participé à donner de l'argent à l'Ukraine, si on calcule, ça fait 1000 milliards qu'on a donné dans le seul pays de vaincre l'armée russe, mais ils n'ont jamais pu vaincre. Au contraire, la Russie avance. On dit non, la Russie ne peut pas avancer rapidement. Oui, elle avance lentement, mais
hein, elle avance lentement, mais avec sérénité et avec courage. Et donc, à chaque fois qu'elle prend des petites villes, on dit, oh, des villages, et des villes, on dit, oh, ce n'est rien. Mais ce n'est rien, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et les Ukrainiens, ils comprennent qu'à chaque fois qu'ils retardent les négociations, les Russes vont avancer. Les Russes vont avancer. Et donc, ils refusent de paix parce que son problème, ce n'est pas l'Ukraine, c'est pas parce qu'il est en Ukraine. Son problème, c'est que s'il est sur le pouvoir, il risque d'être poursuivi pour crime contre l'humanité. C'est bien risque d'être saisi par les nouvelles autorités ukrainiennes. Lui, il risque de se faire, buter par ses propres services de renseignement, ou bien par les Russes, ou bien les Occidentaux. Parce qu'il sait beaucoup sur beaucoup de choses. Et donc, voyant ce danger, Zelensky ne veut pas de négociation. Il parle de négociation, mais avant, il dit on négocie, mais pendant ce temps, il dit donnez les armes, mobilisons-nous, nous allons combattre. Donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu les négociations. Il n'a jamais voulu de paix. Ainsi que les Européens. Eux-là, ils n'ont jamais voulu de paix. Parce que vous avez vu sur les médias occidentaux, ils disaient que non, c'est Poutine qui ne veut pas de paix. C'est Poutine, ils ont utilisé des arguments pour expliquer ce qu'eux-mêmes ils ne voulaient pas. En réalité, ce sont eux qui ne voulaient pas de paix. Mais Poutine a toujours voulu la paix. La preuve en est que quand Donald Trump a décidé de parler de paix avec Poutine, vous avez vu les Occidentaux, ils ont dit non, c'est inadmissible. C'est hors de question. Ce n'est pas l'heure de faire la paix. Ah, d'accord. C'est-à-dire les reins sortent de leur tanière. On les voit de leur tout. On les voit maintenant, on sait que ceux qui ne voulaient pas la paix et que la Russie voulait la paix. Donc maintenant, ils manifestent leur volonté de continuer la guerre. Parce qu'en aucun cas, ils n'ont besoin de paix. Pourquoi les Occidentaux, à leur tour, ils n'ont pas besoin de paix? Parce qu'avec cette histoire de la guerre de l'Ukraine, tout simplement, les Occidentaux, les dirigeants occidentaux passent leur temps. Je dis bien, la population, ils font d'argent parce que lorsqu'ils décaissent des milliards d'euros en disant que non, on va apporter une aide à l'Ukraine, s'ils décaissent par exemple 60 milliards, 50 milliards, il se peut que l'Ukraine reçoive au moins 20 milliards. Et les 30 autres milliards, ils partagent ça entre eux. Mais dans les dossiers, mais le jour où ils vont faire l'éclaircissement de cette affaire, ils vont dire non, on avait donné ça aux Ukrainiens. Voilà ce qui se passe. Et eux, le jour où ils vont quitter le pouvoir, ils seront des milliardaires en euros. Ils seront des milliardaires en euros. Et les industries d'armement, les hauts responsables, c'est-à-dire les patrons qui possèdent les industries d'armement ne veulent pas la fin de la guerre. Parce que tant qu'il y a la guerre, il y a des guerres chez eux. Des armes sont achetées, ils deviennent riches. Voici la vraie vérité. Voici le vrai problème. Abonnez-vous. N'hésitez pas, abonnez-vous s'il vous plaît. Donc voici le vrai problème. Et comme c'est comme ça, ils n'ont en aucun moment, ils n'ont eu envie de vouloir aller à la paix. Bon, des gens qui sont des bellicistes, des gens qui sont des ventes en guerre, là où on parle de paix, ils n'ont pas leur place. C'est comme entre
vit la mort, que la vie. Non, là où il y a la lumière, l'obscurité n'a pas. Donc, je vais dire par là, je vais dire par là que là où on parle de quelqu'un va en guerre, quelqu'un qui il n'a pas sa place. Parce que quand il va venir, il ne va rien proposer. Il va proposer quoi? Tout ce qu'il va venir faire, c'est le désordre, le chaos, pour ne pas qu'une paix, pour ne pas qu'un consensus soit fait. Une posture de vote en guerre, de vouloir détruire la Russie, mais ils n'ont pas les moyens. Eux ils disent non, ils sont riches, que les Russes, je n'en disconviens pas. Mais pour fabriquer une arme occidentale, il faut dépenser au moins 5 fois ou bien 10 fois plus qu'un Russe qui fabrique la même arme. Et ces deux armes ont les mêmes efficacités. Mais les Occidentaux, ils dépensent plus. Donc, ce qui revient à dire, même s'ils mettaient 1000 milliards sur la table pour fabriquer des armes, et que la Russie mettait 500 milliards sur la table, ou bien 300 milliards sur la table, pour les armes, ça allait être de la même quantité et la même qualité. Parce que les trucs en Occident sont coûteux plus que la Russie. Et la Russie produit ses propres matières. Les Occidentaux, souvent, ils sont obligés d'aller acheter. Donc, on ne regardez pas le budget. Sinon, vous allez penser que lui qui a beaucoup d'argent, son armée est plus puissante. Non. Si c'était il y a longtemps, la Russie serait déjà dans le chaos. Il y a les Occidentaux qui ont vaincu les Russes sur le champ de bataille. Parce que ces pays qui ont fait coalition, ce sont des pays qui sont riches, qui ont leur expertise. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas apporté aux Ukrainiens? Parce que les gens disent petit Ukraine, la Russie ne peut pas vaincre l'Ukraine. Je dis à vous dire que l'Ukraine est plus grande que la France. L'Ukraine est plus grande que l'Allemagne. L'Ukraine est plus grande que l'Espagne. l'Ukraine est plus grande que l'Italie. C'est un pays de l'Europe. Une population de 47 millions d'habitants, soutenue par l'OTAN, et même des pays non membres de l'OTAN, qui apportent leur expertise. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils apportent? Ils ont des satellites à la disposition de l'Ukraine. Les satellites de renseignement, les satellites d'action, ils ont mis tous les moyens informatiques, guerre informatique, c'est-à-dire dans le domaine du cyber. Ce ne sont pas les Ukrainiens qui gèrent leur cybersécurité. Ils ont confié ça aux Américains. Ils ont confié ça aux Anglais. Ce sont eux qui s'en occupent. Donc la guerre, le domaine du cyber, ce n'est pas les Ukrainiens qui s'en occupent. Tout est géré par les Occidentaux pour ne pas que la Russie détruise le domaine du cyber. Tout ce qui est renseignement satellitaire, parce que les Ukrainiens, ils n'ont pas de satellite. Donc, ils profitent des moyens de l'OTAN. Tout ce qui est renseignement spatial, c'est l'OTAN qui a mis son renseignement à la disposition de l'Ukraine. Ils fournissent des renseignements humains, parce que l'OTAN a ses trucs aux collaborateurs en Russie. Donc, à travers eux, ils coopèrent. Les Ukrainiens aussi, ils ont leurs collaborateurs en Russie. Donc, ils ont formé ce groupe de coopération pour avoir des renseignements humains sur le territoire russe. Donc, ce n'est pas l'Ukraine seule qui fait. Maintenant, les armes ukrainiennes, l'Ukraine ne se bat plus avec ses propres armes. Parce que les armes ukrainiennes ont été déjà anéanties par la Russie. Ce que l'Ukraine utilise aujourd'hui, ce sont les armes occidentales. Les chars, trucs, on les appelle, les chars allemands, les chars anglais, et tout ce que vous pouvez imaginer. Les canons, c'est ça. Les armes HIMARS, tout ça, là, ça n'appartient pas à l'Ukraine, ça appartient à l'Occident. Vous pensez que les armes qui sont complexes, comme les armes trucs occidentales, ils vont confier la tâche à 100% aux Ukrainiens pour que les Ukrainiens volent leur technologie. Ils ne sont pas fous.
ils savent que parmi l'armée ukrainienne, il y a des traîtres. Et s'ils confient la technologie, comment fonctionnent ces choses aux Ukrainiens, et que ces gens se font prisonniers par les Russes, ils vont livrer les secrets aux Russes. Donc ce sont des spécialistes qui s'occupent de ces armes. Les batteries anti-aériennes, les armes, patriotes, tout ce qu'ils ont envoyé en un temps record. Vous pensez qu'ils ont eu le temps d'enseigner ces armes, de donner des formations aux Ukrainiens pour utiliser ces armes? Non, ils n'ont pas eu le temps à ce que l'Ukraine puisse avoir des personnes, hein, des experts dans ce domaine. Tout simplement, ceux qui s'occupent des armes anti-aériennes sont des spécialistes des pays occidentaux. C'est ce que vous devez comprendre. Sinon, les systèmes de défense aérienne ukrainiens ont été détruits par la Russie. C'est qu'il y a en Ukraine là. Parce que d'autres vous diront, ah non, la Russie est incapable de détruire les défenses ukrainiennes. Mais de quoi vous parlez? De quoi parle le test? La Russie avait déjà détruit tout le système de défense ukrainien. Ce qui reste là, c'est que quand c'est détruit, l'Ukraine en bas campagne pour dire amenez-nous des armes de défense. Ça manque. La Russie. Et puis les pays occidentaux fournissent un grand nombre de systèmes patriotes, hein, le NASAM, l'IRIS, quand je parle du NASAM, c'est le système américano-norvégien. L'IRIS, c'est le système de défense allemand. Le MAMBA, c'est le système franco-italien. Bon, il y a aussi le Guépard. Ce sont des systèmes de milliers de systèmes dont dispose l'Ukraine. Et donc la Russie, même si la Russie détruit ces systèmes, il y a d'autres systèmes qui viennent. De la manière, ils fournissent les avions à l'Ukraine. La Russie détruit les avions ukrainiens, les hélicoptères ukrainiens. Mais les anciens pays membres de l'Union soviétique, ils disposaient de même, ils avaient la même aviation que l'Ukraine. Donc leur aviation, les MiG-29, les Sukhoi 27, ils fournissaient tout à l'Ukraine. Donc quand la Russie bombarde, détruit, eux ils fournissent. Bon, quand c'est comme ça, tu es capable de détruire tout. Mais quand tu détruis, et puis eux ils fournissent. Donc voilà un peu la réalité. Maintenant, ce sont des avions occidentaux. Les Mirage 2000, il y a des F-16 qui pleuvent là-bas. Donc, c'est eux qui renforcent le système de défense, c'est-à-dire la force aérienne ukrainienne. Sinon, l'Ukraine n'a plus de force aérienne. La Russie a tout mis à plat. S'il n'y avait pas cette aide occidentale, il y a longtemps, je dis bien il y a longtemps, l'Ukraine n'existerait plus. Et il faut être malhonnête pour ne pas reconnaître ça. Il faut être un hypocrite qui n'a pas eu de franc. De la manière ils soutiennent l'Ukraine, imaginez-vous un instant que l'Ukraine se battait avec la France et que l'Ukraine recevait toute cette aide. Pensez-vous que la France allait tenir? Je vous pose la question. Est-ce que la France allait tenir? Non. Est-ce que l'Allemagne peut tenir suite à une confrontation directe entre l'Ukraine et tous ces soutiens ukrainiens qui sont mobilisés face à l'Allemagne? Pensez-vous que les Allemands vont tenir? Ils ne tiendront pas. Ce sont des questions simples. Quel pays membre de l'OTAN qui peut tenir de la manière la Russie tient, si ce n'est que les Américains? Parce que les Américains n'ont jamais fait une confrontation de telle taille.
Ils n'ont jamais, depuis leur existence, ils n'ont jamais affronté un pays qui est soutenu comme l'Ukraine est soutenue comme ça, et puis les Américains puissent s'en sortir victorieux. La première fois qu'ils ont eu cette confrontation, c'était avec le Japon. Pour gagner, ils ont été obligés d'utiliser les armes nucléaires. Parce que sur le champ de bataille, l'Amérique ne pouvait rien faire. Les Japonais malmenaient les Américains. Leur flotte a été anéantie. Les Américains ne pouvaient plus rien faire. Les Américains, l'Amérique, on n'était pas seul, elle était avec ses alliés. Mais les Japonais les frappaient tellement qu'ils étaient désolés. Ils étaient obligés d'utiliser des bombes nucléaires sur deux villes clés, Nagasaki et Hiroshima, pour faire fléchir le Japon. Parce que la guerre conventionnelle, les Américains et leurs alliés avaient perdu ça face au Japon. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les gens doivent comprendre ce qui se passe. Et c'est ce qu'ils ont essayé à faire. Contre la Russie. Bon, de la manière ils ont soutenu l'Ukraine comme ça, cette coalition de plusieurs pays. Imaginons que la Chine dit, bon, moi aussi je fournis des armes à la Russie. Et que tous les alliés de la Russie se mobilisent pour fournir des armes. Vous pensez que les Occidentaux, ils vont dire, oh, la Chine rentre en guerre, la Chine ceci, cela. Mais eux, ils soutiennent. Mais ils refusent que les autres soutiennent la Russie. Vous comprenez la malhonnêteté, truc mental et moral de ces gens-là. Ils sont malhonnêtes partout. Ils sont malhonnêtes partout. Ce ne sont pas des gens qui aiment les Ukrainiens en fait. Parce que l'Ukraine, à vrai dire, a déjà perdu 1 million de soldats. 1 million et plus. Parce que quand ils mentent pour dire un soldat ukrainien pour 10 soldats russes, ok. Allons-y sur cette base. Supposons que la Russie perd 10 fois plus que l'Ukraine. Mais entre les deux pays-là, qui manque de combattants? Voici la question. C'est-à-dire, toi, tu dis un Ukrainien pour 10 soldats russes. Et que c'est Zelensky qui vient, il dit non, la Russie a déjà perdu 700 000 soldats. Et que l'Ukraine n'a perdu que 50 000. Ok. Mais si l'Ukraine a perdu 50 000 seulement, mais pourquoi tu manques de soldats? Pourquoi tu dis non, il y a manque de soldats? Je ne comprends pas. Parce que tu as déjà fait 3 fois mobilisation générale. Et tu as décrété une loi martiale interdisant les gens qui ont l'âge de combattant de sortir du pays. Tu as déjà mobilisé les gens 3 fois. Et on sait que l'offensive de 2023 là, non, 2024-2023 je pense, c'était Zaluzny, qui est maintenant l'ambassadeur de l'Ukraine aux États-Unis. Il a dit que l'Ukraine avait pu mobiliser 500 000 soldats. Et qu'ils allaient frapper à la Crimée. Et c'est qui avait promis de nager dans les zones de la Crimée. Mais les 1 500 000 que vous avez mobilisés là, ils sont partis. Ils sont passés par vous. Vous manquez de bâtons. Voilà le problème. Voilà le problème. Et vous espérez réduire à 18 ans. Mais pourquoi? Si vous avez uniquement perdu 50 000, mais tous ces combattants, ils sont partis. Et toutes ces tombes qui plongent, ça c'est 50 000 combattants, ça, ce sont des mensonges. En réalité, les bombes femmes russes, des bombes d'1 million de kilogrammes, de 3 millions de trucs, d'1 million de tonnes. Oui, de 3 millions de tonnes, d'1 million de tonnes, de 2 millions de tonnes. Ces bombes qui tombent sur les têtes des Ukrainiens, vous pouvez dire que non, ça ne fait pas de dégâts. Et même ils reconnaissent que les bombes
font assez de dégâts. Bon, les gens qui ont une aviation, vous Ukrainiens, votre aviation ne peut pas trop décoller parce qu'il y a des systèmes de défense partout russes qui, dès lors qu'un avion décolle, ils abattent cet avion. Les avions occidentaux sont partis là-bas, mais ils ne décollent pas comme ça. Ils ne décollent pas comme ça, ils ne vont pas sur la ligne de front. Si les avions occidentaux étaient tellement performants, les Ukrainiens allaient les utiliser sur la ligne de front. Et ils savent que si ces avions font l'erreur de fourrer leur nez là-bas, les systèmes de défense vont les dégommer tout de suite. Alors, ces avions sont cachés dans des sous-sols.